L'objet de ma communication sera la question de l'effacement des traces dans les dispositifs muséographiques. Donc bon, comme on sait, sous les régimes de terreur, la violence extrême se trouve généralement reléguée hors du champ du visible. L'extermination des Juifs par l'Allemagne nazie s'est déroulée dans le secret, tout comme les exécutions et les déportations massives en URSS, les enlèvements de personnes sous les dictatures sud-américaines et d'autres violences du XXe siècle. Donc cette invisibilité visait d'emblée ou à entraîner l'effacement partiel ou total des traces de ces processus d'élagage. La représentation muséale des violences poursuit donc en premier lieu l'objectif de donner corps à l'événement dans l'espace de la cité, contre l'effacement volontaire des traces, mais aussi leur disparition due au temps. Donc il y a l'effacement volontaire, mais il y a aussi la disparition qui est due au temps ou à l'inertie politique, par exemple en Russie. L'inscription muséale vient précisément en construire une de traces, constituer un reste à la place de ce rien programmé. Elle doit restituer ce qui fut et jouer le rôle de médiateur entre ce passé et le présent. Comment la patrimonialisation muséale, souvent ultérieure à d'autres formes de reconnaissance, historiographique, testimoniale, commémorative, prend-elle en compte la question de l'effacement dans son architecture et ses dispositifs de représentation, vitrines, panneaux, écrans virtuels, écouteurs, écran tactile, etc. C'est donc la tension entre le geste qui rassemble et montre et l'effacement qui sera l'objet principal de mon intervention. Comment une exposition intègre-t-elle cette dimension critique qui permet de saisir, en même temps que les paramètres multiples de l'événement, le contraste, voire l'aporie qui préside à sa monstration. C'est vrai que ce n'est pas du tout pratique ce micro. Bon. La fixation muséale des violences intervient dans un contexte culturel et sociétal où le musée, en tant qu'institution et espace de représentation, a été remis en question depuis le début du XXe siècle par des artistes qui soit prônaient la fin de l'art en tant qu'objet de contemplation, soit souhaitaient que leurs œuvres quittent les murs de musée pour être visibles par tous. La muséographie des violences a intégré une part de cet héritage paradoxal en croisant d'autres tentatives, notamment artistiques, de rendre visible la négativité du geste de monstration. Dans une réflexion sur le dialogue qui s'instaure entre les arts et la culture mémorielle, il semble pertinent d'évoquer à ce titre certaines réalisations du land art. Qui interroge précisément la place de cette négativité dans la culture. Ainsi, The Double Negative de Michael Heiser, tranchée longue de 457 miles, large de 10 mètres et profonde de 15 mètres, résultant du déplacement de 244 000 tonnes de roches pratiquées sur le versant est de Mormont-Mesa, en 69, représente précisément ce qui n'est pas offert au regard, le déplacement et l'absence. Si la nature, traditionnellement objet de la représentation, devient ici à la fois le sujet et la scène, mettant en question le pacte représentationnel, ce qui retient notre attention dans le land art, c'est qu'il s'agit par là même de soumettre l'œuvre à l'action destructrice des éléments. L'altération, voire la disparition de l'œuvre, se trouve de ce fait inscrite dans le projet de l'artiste. Par exemple, la Spiral Jetty de Robert Smithson, une spirale de 457 mètres de long et de 4,6 mètres de large, s'enroulant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, construite, elle, en 70, au nord-est du Grand Lac Salé, n'est visible que lorsque l'altitude de sa surface descend en dessous de 1280 mètres. Au moment de sa construction, le niveau d'eau était anormalement bas à cause d'une sécheresse, et au bout de quelques années, il est remonté à la normale et a submergé l'œuvre pendant une trentaine d'années. À la suite d'une autre sécheresse, la jetée a émergé de nouveau en 2003 et resté exposée à l'air libre jusqu'au printemps 2005,
moment où elle a été de nouveau submergée. Originellement composée de roches basaltiques noires, sparagite apparaît maintenant blanche sur fond rose du lac à cause des incrustations de sel. C'est cette composante de destruction programmée qui sera convoquée pour représenter l'effacement dans certaines compositions dédiées aux victimes de la Shoah, par exemple chez Johann Gertz, qui a installé en 1986 dans la ville de Hambourg une colonne d'acier haute de 12 mètres recouverte d'une mince couche de plomb. 4 stylets étaient accrochés à la colonne. Il y avait écrit dans 7 langues une invitation à graver son nom sur la colonne avec les stylets prévus à cette occasion. Au fur et à mesure que l'espace était rempli, la colonne s'enfonçait dans le sol afin de dégager une nouvelle surface libre. Au bout de 6 ans, elle disparaissait entièrement. Johann Gertz entreprend aussi clandestinement, avec l'aide de ses étudiants de l'école des Beaux-Arts en 90, de desceller progressivement les pavés de la place devant le château de Saarbrück, ancien quartier général de la Gestapo et aujourd'hui siège du Parlement régional. Sur chaque pavé, il inscrit le nom d'un cimetière juif d'Allemagne d'avant 1939 et le remet en place. L'inscription étant invisible puisque tournée contre terre, ce qui donne à cet anti-monument placé in situ le statut d'un monument invisible. Il tire son nom du nombre des cimetières répertoriés par les communautés juives à l'automne 91, donc 2146 pavés, et ce sera le nom du monument, 2146 pavés, monument contre le racisme. Les pavés sont Johann Gertz. Les pavés donc sont retournés au cours de 91 et le monument désormais reconnu par les autorités sera inauguré en 93. Parmi les étapes de sa réalisation, documentées au cours de l'inauguration dans une exposition de photographie qui apparaît dès lors elle-même comme une commémoration, on retiendra la phase de décèlement, à la fois creusement et ensevelissement, acte symbolique d'exhumation du passé et d'inhumation des corps absents, qui peut être lu à la fois comme restauration des cimetières détruits et représentation de l'effacement dont les morts juifs ont fait l'objet. La muséographie des violences modernes prend acte de la porosité des frontières entre l'espace muséal à proprement parler et la cité ou la nature. Donc, voilà, là, je m'inscris dans le prolongement de l'exposé précédent, mais je vous montrerai une réalisation à la fois monumentale et muséale qui se trouve à Magadan, hein, et voilà comment il est intégré à la nature. Pour user d'une métaphore théâtrale, la mise en scène muséographique se déroule dans un espace où le 4e mur est tombé. On peut ainsi tenter une autre comparaison entre le land art et une inscription muséale de l'effacement. Je veux évoquer Il Grande Decreto, la grande crevasse, sculpture monumentale édifiée par l'artiste italien Alberto Burri sur le site de Gibellina Vecchia, village sicilien entièrement rasé par un tremblement de terre en 1968. Elle se présente comme une immense chape de ciment blanc qui s'étale sur le flanc sud de la montagne et forme un quadrilatère irrégulier de 300 mètres sur 400. Dans le ciment ont été tracées de grandes tranchées, donc on retrouve la tranchée, de 160 mètres de profondeur et de 2 à 3 mètres de largeur, permettant aux visiteurs de circuler. Ces tranchées suivent le tracé des rues de l'ancienne ville et restituent l'idée de sa topographie avant le tremblement de terre. Cette réalisation monumentale apparaît aussi comme une extension à l'échelle macro d'une technique explorée par Burri depuis un certain temps dans une série de crêtes créés dans les années 70. Tableau composé d'une touche de résine craquelée où l'intervention de l'artiste se limite à exposer le matériau à l'action de la nature et du temps. La crevasse, donc il cretto, vient ainsi représenter à la fois la fracture que produit la disparition sans trace de corps, là en l'occurrence dans le tremblement de terre, et celle que la modernité opère dans la culture. Il cretto
Grande Bianco, n'étant pas sans évoquer bien sûr le carré blanc, blanc sur blanc de Malevich. Mais à la différence de Malevich, et qui l'œuvre de l'effacement fait que la représentation se confond avec la surface de la toile, on descend désormais en dessous, au fond même de cette crevasse que le carré blanc a creusé dans le corps de l'art, et que les catastrophes du XXe siècle ont perpétré au sein de la culture, usant de cette métaphore de la négation pour réintégrer l'effacement dans le registre du visible. Il est difficile de ne pas penser au Gran Decreto lorsqu'on voit d'en haut le monument que vous venez de voir à Berlin, réalisé donc, par tout le monde le connaît, donc je passe, où la craquelure et la tranchée viennent se superposer non plus à un espace naturel, mais à l'espace citadin qu'elle perce en son cœur même. La logique paradoxale de ces représentations négatives vient de ce qu'elles apportent de nouveaux objets visuels voués à fixer matériellement une invisibilité. Elles créent un plus pour montrer un moins. La possibilité de se mouvoir le long de la fissure place le visiteur dans l'espace de la fosse, celui de la mort collective, et évoque en même temps le vide et la disparition du corps. Dans le prolongement de cette esthétique de la crevasse, le couloir muséal s'offre comme une alternative à la grande salle incarnant une mémoire totale, invitant le spectateur à la pratique de l'interstice, lieu métaphorique de l'effacement et de l'émergence tout à la fois. Du couloir, espace intermédiaire entre les salles, voire espace purement fonctionnel du musée d'art classique, le couloir dans l'espace muséal dévolu à la mémoire porte souvent une grande charge informative et émotionnelle. On trouvera déjà dans le mémorial des martyrs de la déportation à Paris, inauguré en 1962, un long couloir protégé par une grille qui présente sur ses murs 200 000 bâtonnets de verre symbolisant les innombrables victimes de la déportation dans les camps nazis. Les scénographies plus récentes ont également tendance à mettre en valeur le couloir et parfois à le surcharger de signification, par exemple dans les baraquements d'Auschwitz, recouverts en espace d'exposition. Le pavillon autrichien se présente ainsi comme un couloir peu éclairé où la sensation d'enfermement censée peser sur le spectateur sera compensée ici et là par des percées plus lumineuses que présentent les vitrines s'ouvrant les unes sur les autres dans une transparence qui elle-même, nous le verrons plus loin, n'est pas sans évoquer la dématérialisation de la trace. On retrouvera cette valeur du couloir dans de nombreuses scénographies, comme au pavillon français. Dans le pavillon italien, une installation datant des années 80, largement controversée parce que privilégiant l'émotion au détriment de la documentation, est basée sur la répétition redondante de la forme même du couloir, non plus tranchée mais spirale, qui n'adhère pas au mur du baraquement, mais s'enroule pour conduire le visiteur vers les profondeurs du baraquement à travers une série d'images. Et bien sûr, le couloir où la craquelure et la tranchée viennent se superposer, non plus à un espace naturel, mais à l'espace... Pardon. Est à la base même... Alors, la craquelure... le couloir tranché est à la base même du mémorial aux Juifs assassinés, comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Le couloir peut se peupler de visages, comme dans cette salle du pavillon français à Auschwitz, ou de noms, comme au mémorial de la Shoah à Paris, où les 3 rangées de pierres blanches forment 2 couloirs. Si l'exposition des visages a pour but d'arracher les destins individuels à l'anonymat et par là à l'œuvre de l'effacement en permettant aux visiteurs de croiser le regard de la victime disparue, la restitution des noms est un geste performatif visant à réinscrire la victime dans l'ordre du vivant. Le visage, cueilli souvent dans des moments de paix précédant la persécution, dans des situations quotidiennes et familiales ou rituelles, mariage, bar mitzvah ou enterrement, ou encore capté par les bourreaux sous forme de photographies anthropométriques, permet de ne pas réduire la victime à sa seule disparition, de lui restituer une strate de sa vie d'avant, de manière à faire éclater le scandale de la violence qui a mis fin brutalement à cette vie. Il s'agit de présenter ces vies comme vivantes et non pas mortes, une présentification qui bouscule les paramètres temporels de la perception, plaçant le visiteur dans un temps où la victime n'a pas encore disparu
et face à un possible de sa survie que l'on sait pourtant annuler. Le jeu sur les temporalités et le possible, induit par l'illusion photographique, fait du spectateur, l'espace de quelques instants, le dépositaire de la présence versus absence de ces vies interrompues. Dans de nombreux musées, les murs de visage comprennent non seulement ceux des victimes elles-mêmes, mais également des photographies qu'elles avaient sur elles au moment de leur disparition. Le spectateur, alors, ne fait pas que contempler la victime, il épouse son regard par un effet de focalisation interne qui induit une discrète identification orchestrée par la seule place du visiteur vis-à-vis de l'image et sans que le choix lui soit offert de jouer ou non le jeu, comme lorsqu'on lui propose de s'intéresser à un destin particulier par le biais d'un écran interactif ou d'une brochure. En voyant ce que les victimes avaient devant leurs yeux avant d'être dépouillées de tous leurs biens, étape finale avant leur disparition, on se place en direct, aussi loin que cela est possible, dans le temps de l'effacement. On s'aperçoit ainsi que le temps mémoriel, propre à la conception muséale, est un va-et-vient entre le temps chronologique de la documentation, la présentification du passé par les traces et les arborescences des possibles, abolies par l'histoire que le spectateur vit à partir de leur inscription spatiale. En dépit de cet effet de présence, les murs de visage, forme de documentation commémorative muséale désormais consacrée, suggèrent par la multiplicité même de ces regards figés et le jeu des lumières ou de reflets, la dimension funéraire de ces dispositifs et on pourrait faire de transformer ces défunts en fantômes. La notion de fantôme que l'on a vu émerger dans les recherches mémorielles ces dernières années se trouve ainsi intégrée progressivement à la machinerie muséale. L'effet fantôme est encore plus flagrant dans les dispositifs qui projettent des ombres sur les murs ou transforment les visiteurs eux-mêmes en ombre par un jeu de reflets. Il est présent également dans le cas des écrans interactifs où il revient au visiteur de faire émerger, en appuyant sur un bouton, le destin d'un combattant, d'une victime, par le biais d'images et de bandes sonores qu'il actionne sur son guide audio. On ne peut s'empêcher de penser à Ulysse recueillant le témoignage des morts après avoir touché la surface des eaux de son épée. L'écran apparaît comme une figuration moderne de la séparation entre les morts et les vivants, et la technique vient remplacer les gestes liturgiques nécessaires à la fois pour leur donner la parole et se protéger d'eux. En effet, le dispositif muséal a autant la vocation d'éduquer et de sensibiliser le visiteur que celle de le protéger, et le musée est malgré tout un espace rassurant, d'ailleurs le jamais plus réitéré destiné à nous en convaincre. L'effacement programmé est en effet porteur de danger pour la civilisation, en cela même qu'il l'expose à la hantise de millions de morts sans sépulture. Et la muséographie, en plus de ses autres fonctions, est appelée à gérer au niveau de la cité le retour de ces morts parmi nous, en assignant aux fantômes des trajectoires précises et en les confinant dans des zones qui leur sont dévolues. La figuration de l'effacement demeure à ce titre un enjeu essentiel. Celui-ci peut être suggéré également par des espaces vides destinés au recueillement. Pardon, ça c'était aussi une image dans laquelle le vide au bout du couloir renvoie finalement au visiteur sa propre image se fondant dans la mer. Voilà, donc des espaces vides destinés au recueillement. Ou la monstration directe de la destruction voulue des traces de la violence, artefacts qui, de manière paradoxale, feront eux-mêmes objet de restauration, ce qui pose de nombreuses questions quant à la sauvegarde de l'authenticité de ces traces. Ou encore la destruction par le temps des traces qui elles-mêmes suggèrent métonymiquement la disparition de personnes, avec la possibilité pour le spectateur, grâce à la photo dans le fond, de mesurer cette disparition progressive, cette disparition de la disparition progressive. Les murs des noms, quant à eux, permettent non plus de restaurer le présent de la victime, mais de la pérenniser.
Dans les cultures issues des religions du livre, le nom est un élément essentiel de l'inscription dans la vie et son effacement atteint la victime dans son destin posthume. Le rétablissement du nom participe ainsi de la construction d'un livre de vie laïque. On peut revenir au monument invisible de Geertz pour voir comment là aussi le visiteur est invité à vivre avec la victime sans possible effacement en inscrivant son nom sur une structure vouée à disparaître. À travers ce dispositif interactif, le passant voit son nom happé par la matière inerte, avalé par la terre. La question de la matière est d'ailleurs partout présente dans les expositions. Bon, ça, je ne pourrais pas développer, mais je ne ferai que l'évoquer. La dichotomie pérennisation-effacement met en tension le matériau utilisé avec le geste mémoriel. Les noms peuvent être gravés sur des matériaux traditionnellement utilisés pour la commémoration, tels que la pierre, le bronze et le marbre, ou bien apparaître sur des panneaux réalisés dans des matériaux modernes, comme c'est le cas dans le musée de Térésine, ou encore projetés à l'aide de dispositifs lumineux, comme dans d'autres musées. L'accent sera mis dans le premier cas sur la matérialisation, dans l'autre sur la dématérialisation de la reconstruction. Le jeu de la présence-absence s'appuie sur l'équilibre entre les matériaux anciens et modernes d'une part, entre les matériaux coupables et innocents d'autre part. Les matériaux de la guerre et de la destruction sont le béton, la brique, le bois, le fer, matériaux frustes des baraquements, des casernes, des bunkers et des salles de torture. Dans le mémorial des martyrs de la déportation, par exemple, que j'ai montré tout à l'heure, la rugosité des murs est censée représenter, participer de la reconstruction matérielle du climat de répression. Le béton blanc a été attaqué sur toute sa surface au pic pour obtenir cette texture fruste où sont intégrés des graviers provenant de différentes régions de France. Par contraste, les matériaux de la reconstruction, lisses, transparents ou porteurs de reflets, présenteront une métamatérialité situant le visiteur dans l'espace de la représentation. Ces matériaux innocents, mais capables dans leur substance même d'intégrer la dimension fantôme de la représentation, offrent une alternative à la violence et peuvent être interprétés aussi comme l'inscription du geste mémoriel dans l'utopie d'une paix universelle. Bien entendu, les dispositifs muséaux cherchent généralement à faire circuler les imaginaires entre ces deux pôles, en assignant aux matériaux menaçants le cadre bien défini des parcours balisés, par exemple dans le pavillon hongrois, je vais venir, où les pierres sont enfermées dans des vitrines et servent de support pour des dispositifs visuels, ou encore en jouant sur la matérialité et dématérialisation. Donc vous avez à Auschwitz le vrai wagon et dans le pavillon hongrois cette reconstitution figurative du wagon. Et ça c'est le mémorial, donc le mur de nom que l'on voit au mémorial d'Ekaterinbourg. Donc pour conclure, on peut dire que les régimes de terreur réussissent généralement leurs projets meurtriers, mais échouent à les garder dans le secret. Levé la plupart du temps dès leur disparition, le secret se révèle dû à un dispositif politique efficace plutôt qu'à une carence de savoir. C'est une fois disparu et le secret levé que ces régimes deviennent l'objet d'une représentation muséale. On peut aussi rappeler que l'effacement des victimes, outre des buts pragmatiques, répondait à l'objectif de sacralisation du pouvoir. Et à ce titre, l'intervention muséale participe à une renégociation dans nos sociétés des territoires du profane et du sacré. Les musées sont des espaces de la représentation de l'effacement et de l'action contre l'effacement tout à la fois. Les scénographies et les matériaux utilisés pour ces fins mémorielles et métamémorielles nous conduisent à nous interroger sur les nouveaux idéaux civilisationnels que propose la culture muséale, notamment dans la façon dont les matériaux de l'utopie, le verre et ses substituts, et l'acier, s'y trouvent instrumentés. Je conclurai donc sur deux images, celle de la cour de l'espoir à Yad Vashem
et celle du mémorial de la Shoah de Toulouse, structure aérienne constituée par 4 portes d'acier, symbolisant, semble-t-il, la dimension dialogique du Talmud, où l'on peut lire les versets de la Bible « Où es-tu » et « Où est ton frère ?», qui inscrivent la question de la disparition et de l'effacement dans la transparence d'une co-responsabilité universelle, censée être probablement cette réponse que Dieu attend toujours. Merci.